Pardon, excuse-moi Anne-Sophie. Oui, ça va, j'ai pas raconté grand-chose, donc ça va. Je n'avais pas pour ne pas oublier de lancer l'enregistrement pour ceux qui malheureusement ne peuvent pas nous rejoindre aujourd'hui. Bon, eh Et ben, c'est écoutez, parti. merci Hélène. Bonsoir à tous, hein. Bienvenue dans ce deuxième live organisé donc dans le cadre du MOOC qui cette année donc parle à la fois des risques psychosociaux, mais de manière plus large s'intéresse à la question de la santé mentale en entreprise. Voilà, je crois que vous êtes un peu plus de 5000 aujourd'hui à suivre ce MOOC. On avait un peu plus de 200 participants pour le premier live, donc je ne sais pas si on va battre le record ce soir, mais c'est une occasion un peu unique finalement d'échanger avec des experts. Donc on va retrouver ce soir Maître Millet qui était déjà là avec nous la semaine dernière. Et ça tombe bien parce que je vois qu'il y a déjà des questions qui le concerne. Donc, ça me semble parfait. Donc, je laisserai Maître Millet se présenter. Et puis, on a la très grande chance d'avoir Lise-Hélène Cortès avec nous ce soir. Donc, vous ne connaissez pas Lise-Hélène. Si elle a enregistré une petite séquence dans le cadre du MOOC, mais peut-être certains d'entre vous ne sont pas encore arrivés jusqu'à sa séquence. Donc, eh ben moi, j'ai beaucoup de chance parce que c'est deux personnes avec lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à collaborer toute l'année. Donc, je suis très heureuse qu'on puisse passer une heure donc avec eux deux ce soir. Donc on avait fait le choix, Hélène, en fait, vous avez proposé d'avoir à la fois des questions finalement sur la mise en œuvre un peu opérationnelle hein, de ces sujets en entreprise. Donc Lise-Hélène a préparé une slide ou deux sur le sujet pour que ça puisse lancer les débats. Donc, on va essayer, comme la dernière fois, de garder voilà, une demi-heure pour répondre à vos questions. Peut-être, Lise-Hélène, si tu en es d'accord, donc je vais proposer à Maître Millet et à toi donc de dire chacun quelques mots pour vous présenter. Et puis peut-être Maître Millet, peut-être répondre à la première question, comme ça on aura au moins répondu à celle-là et je pense qu'elle est importante pour la suite. Voilà, donc je vous laisse peut-être d'abord Lise-Hélène, toi commencer, te présenter, ensuite Maître Millet, réponse à la question et ensuite je te repasse la parole Lise-Hélène pour voilà, partager quelques éléments de contenu avec nos auditeurs. Très bien, merci de m'accueillir dans ce MOOC ce soir. Je suis consultante, j'accompagne des dirigeants dans des périodes de transformation ou de fragilité de leur structure. Et notamment, ces moments de fragilité, il y a des risques psychosociaux, des risques de santé mentale. Donc, je vais pouvoir partager mon expérience opérationnelle avec vous. Sébastien ? Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous ce soir. Donc moi je suis donc Sébastien Millet, avocat associé au cabinet Lips Avocat. Voilà, on intervient auprès des entreprises en conseil, contentieux et formation dans le domaine du droit social. Mais un de mes points de prédilection, c'est tout le domaine de la santé, sécurité, environnement. Et donc qui est assez transverse. Et donc voilà, j'aurais le plaisir de pouvoir vous donner un petit éclairage sur les aspects juridiques de ces vastes sujets. Et peut-être du coup pour répondre à la première question sur l'obligation de l'employeur, parce que la dernière fois on avait abordé effectivement la portée de l'obligation de sécurité. En deux mots, ce que je vous disais, c'est que la jurisprudence a abandonné la référence à la notion au terme d'obligation de sécurité de résultat, qui finalement était un peu démobilisant et avait un côté de sanction automatique finalement de l'employeur. Aujourd'hui, on ne parle pas non plus à l'inverse d'obligation de moyens. En fait, la jurisprudence a voulu sortir de ce débat et elle parle en fait la terminologie, c'est l'obligation de sécurité et de protection de la santé. Et donc, on est bien sur les deux aspects, sécurité et santé. Quand on dit santé, c'est santé physique, mais aussi santé mentale au travail, donc c'est très important. On voit bien que, ce que je disais, la santé mentale aujourd'hui occupe au moins 50% de la scène
juridiques et judiciaires avec énormément de problématiques, tous azimuts en entreprise, diversité de situations et donc la nécessité d'avoir des bons réflexes et une bonne méthodologie pour aborder ces sujets de facteurs de risque qui sont effectivement plus complexes à aborder sur les risques psychosociaux que sur les risques physiques classiques, on va dire. Voilà, de par leur côté très pour eux. Voilà, j'en dirai pas plus. Je sais pas si j'ai pu répondre à la question, mais voilà, on est sur une obligation en tout cas on va dire, de moyens renforcés. But étant effectivement de pouvoir justifier qu'on a mis en œuvre tous les principes généraux de prévention pour répondre à cette obligation. Voilà, merci. Merci, Maître Millet. Christine, on prendra votre deuxième question tout à l'heure. Lise-Hélène, on te passe la parole. Très bien. Je ne sais pas si je vais réussir à mettre mon document. Tu as Vous réussi. le voyez? as réussi. Merveilleux. Lise-Hélène, j'ai Oui. déjà intégré ton document. Je ne D'accord. sais pas par contre si tu peux avoir la main pour déplacer les slides. En fait, je le vois pas, c'est pour ça que je suis un peu embêtée, mais c'est pas grave. Donc, est-ce que tu peux je ne vois pas ce qui est affiché. Ah, est-ce que la présentation s'affiche pour vous dans la salle? Pour moi, oui. D'accord. Ouais. Oui, ça a l'air de marcher pour tout le monde. Alors, je suis sur ta première slide, Lise-Hélène. Je vais passer à la deuxième. Très bien. Donc, moi, Voilà. il faut que je la passe par ailleurs pour la voir. Bon, désolée de ces petits calages techniques, c'est toujours comme ça le direct. Mon objectif, c'était de sortir de la vision souvent trop technique qu'on a de ces sujets pour voir comment ça se passe de façon opérationnelle, parce que comme l'a très bien dit Maître Millet, on est sur un sujet qui est éminemment complexe. Donc notre but, c'est évidemment d'améliorer la vie au travail des salariés et de prévenir les atteintes à la santé mentale dans la durée. Et donc ça, c'est notre but général. Et pour atteindre cet objectif qui est très complexe et très difficile, on s'aperçoit qu'on a à agir sur deux types de choses. Des faits, des objets concrets, l'organisation du travail, la répartition des rôles, la manière dont les gens communiquent, tout ça, c'est assez concret. Et puis, ce qu'on se raconte autour de ça, donc nos récits individuels et collectifs. Et pour donner un exemple très simple, quand on parle de charge de travail, il y a des études de charge qui comptent le travail, et puis il y a le ressenti qu'on peut avoir à certains moments d'être débordé, parfois parce qu'il y a effectivement beaucoup de charges, parfois parce qu'il y a beaucoup de choses différentes, et parfois parce que on ne sait plus par quoi commencer, on n'a pas de priorité, ou on ne sait plus où on est. Donc, on a à prendre en compte sur ces sujets à la fois les aspects concrets et les aspects de récit. Et les deux types de choses interagissent. Donc, je donne un exemple très simple sur ce slide. L'employeur qui cherche à mettre en place une prime au résultat, donc qui est très content de pouvoir faire un effort pour les salariés, mais il ne communique pas très clairement sur les critères. Et donc, derrière, il y a un sentiment d'injustice qui apparaît dans les équipes. Et face à ça, l'employeur est non seulement déstabilisé, mais parfois il comprend pas, il se dit mais je fais plus d'efforts et en fait je prends plus de retours négatifs. Donc on voit qu'on est aussi sur un sujet où tout ça interagit de façon complexe. Pour aller un tout petit peu plus loin dans le slide d'après, le diagnostic qu'on va faire vise à récupérer à la fois les éléments concrets sur le travail réel, donc ce qui se fait passer réellement, pas seulement ce qui existe dans les feuilles, les dossiers, des représentations de la situation, les représentations de toutes les parties prenantes vont constituer cette représentation générale de la situation, cette espèce de paysage qu'on va reconstituer sur la base des documents, des infos qu'on va recueillir des gens concernés. Et donc ça donne, en tant qu'intervenant, on se fait une idée de ce qui fonctionne et des problèmes qu'il peut y avoir, qui sont des problèmes de travail, des problèmes de communication, des problèmes de récit.
ce qui fait qu'on arrive sur des récits qui sont problématiques globalement. Et on récupère aussi des éléments historiques quelque part pour comprendre comment cette difficulté s'est construite au fil du temps. Donc tout ça, vous voyez bien que c'est plus compliqué que juste faire un questionnaire et puis recueillir des chiffres et dire ça va, ça va pas. Comme on se le disait juste avant d'arriver, il faut être très très fin en fait dans l'analyse de la situation pour avoir une représentation qui soit la plus fidèle possible et qui permette derrière de travailler pour améliorer ce qui a besoin d'être amélioré. Évidemment, quand on arrive sur des choses qui sont très encadrées par la loi comme le harcèlement, on a besoin d'une représentation générale de la situation et on a besoin d'enquêtes très précises menées selon les critères de la loi parce que notre diagnostic général va pas faire foi face à quelque chose d'aussi précis que ça. Et si on va un tout petit peu plus loin, le slide d'après, le slide 4, ce qu'on va récupérer des éléments de diagnostic, de ce diagnostic global, c'est différents types de choses. On va récupérer les problèmes qui sont à résoudre concrètement dans le travail. Donc on va avoir par exemple l'expression d'un flou sur l'organisation du travail qui fait que deux personnes ou deux services ont des zones de recouvrement et que soit elles les prennent toutes les deux et ça génère des conflits, soit elles s'en sortent toutes les deux et le travail n'est pas réalisé correctement et ça peut générer de la violence dans les équipes et de la démobilisation et des tas de choses négatives. On va récupérer des éléments pour limiter l'impact des difficultés vécues sur les salariés, parce que certaines des difficultés vécues ne peuvent pas être résolues. Par exemple, quand on a du public en face, on se retrouve à récupérer de la violence qui ne vient pas de ce qu'on fait. Et quoi qu'on fasse, on aura du mal à ne pas avoir ce type de problème à vivre dans certaines fonctions. Mais par contre, on peut tout à fait travailler sur la manière dont on gère ces situations collectivement pour que ce soutien social vienne vraiment modérer l'effet, l'impact sur les personnes. Il y a de la formation, il y a du soutien, il y a tout ça qu'on peut mettre en place. On va évidemment aussi dans nos diagnostics être très attentif à l'état des personnes et repérer des personnes qui n'ont pas forcément voulu être repérées en amont pour pouvoir en prendre soin. Donc là, on est plutôt dans le tertiaire. Et on va essayer de récupérer ces éléments d'histoire, de construction, pour repérer des choses sur lesquelles on peut apprendre et éviter de se retrouver sur les mêmes choses. Donc, dans mon exemple, par exemple, de prime, qui est un tout petit exemple, qui n'est pas une situation très grave, c'est un tout petit exemple pour montrer la manière dont ça se passe. On va demander comment s'est passé le processus entre l'idée du dirigeant et la mise en place. Et on va suggérer de travailler en amont pour les nouveautés, par exemple avec des gens qui sont plus proches des équipes terrain, pour tester en amont les éléments de langage, voir si ça correspond aux attentes et éviter derrière des réactions épidermiques pour rien. Voilà, donc vous voyez, on va à la fois faire du travail de fond, du travail de calage et du travail d'apprentissage pour pouvoir être dans une dynamique d'amélioration continue aussi sur ces sujets, tout en sachant qu'on n'arrivera jamais à une situation parfaite parce que la vie au travail n'est pas plus simple que la vie en général. On a des difficultés à apprendre et de la même façon que dans la vie en général, on peut bien réagir à ces difficultés parfois ou très mal réagir alors que la difficulté est du même ordre. Et un dernier pour passer maintenant au plan d'action, à moins que ça serait peut-être pas mal d'avoir votre réaction, Monsieur Millet, sur cette partie-là, peut-être avant d'avancer. Oui, merci. Effectivement, il y a beaucoup de choses, mais j'ai quelques, éléments un peu de retour d'expérience.
Bon, sachant que nous, on voit plutôt les sujets quand ils se passent pas bien, mais fort heureusement, il n'y a pas que des situations de harcèlement moral. Je pense que la grosse masse des problématiques souvent sont à la fois relationnelles sur des mauvaises communications, malentendus, mais qui finalement finissent par s'enquister au fil du temps. Mais aussi, faut pas se leurrer sur le fait qu'il y a aussi des problématiques d'organisation du travail, de process de travail qui peuvent être à l'origine de tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à votre exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés qui naissent souvent sur des problématiques d'équité. C'est vrai que l'équité, c'est pas quelque chose, c'est pas comme l'égalité salariale ou au travail égal, salaire égal. C'est assez, voilà, binaire, facile. Je m'entends, mais en tout cas, c'est plus facile à gérer que de l'équité où on a des problématiques de perception. Alors, il est vraiment question de méthode en fait là-dedans. Et le choix de la méthodologie, on le voit dans plein d'autres domaines, hein, donc en matière politique, la méthode sur laquelle on va aborder les sujets, elle est capitale. Et contrairement, puisque un des points majeurs pour pouvoir définir un plan d'action, ça va être effectivement d'avoir une évaluation des risques qui soit concrète et qui représente finalement la réalité des risques que connaît l'entreprise dans ses différentes unités de travail, puisque c'est le cadre qu'on doit observer. Et d'une unité de travail, d'un service à l'autre, ça peut être très, très différent. Donc, il faut avoir cette granularité. Et pour ça, effectivement, pas être sur une approche hors sol ou éthérée, mais vraiment partir effectivement du vécu de terrain, en sachant qu'on va être confronté forcément à des perceptions qui souvent seront radicalement opposées, avec des biais de compréhension, etc. Mais in fine, il faut arriver à une lecture quand même assez objective des situations. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir s'ancrer sur le réel, les difficultés véritablement ressenties par les acteurs, en fait, hein, dans leur vie de travail individuelle ou dans leur collectif. Euh, de pas focaliser uniquement sur les facteurs de risque, mais aussi sur ce qu'on appelle les facteurs de protection, parce que c'est intéressant aussi de savoir ce qui marche pas bien, mais ce qui marche, pour pouvoir mettre tout ça en balance et définir les bonnes mesures utilement. Et puis tout ça va permettre, in fine, de déboucher sur voilà une priorisation, puisque c'est l'objectif hein, en tout cas de la démarche d'évaluation des risques, c'est tout ne peut pas être traité au même niveau et d'une entreprise à l'autre, c'est extrêmement disparate en fait. Donc il faut avoir cette finesse d'analyse sans laquelle on va pas pouvoir déboucher sur un plan d'action finalement utile. Voilà, on peut développer effectivement énormément, mais voilà, en tout cas, il y a une spécificité dans l'approche des risques psychosociaux qui rend la chose quand même un peu, je trouve toujours un peu différente de l'approche sur les autres champs de risques, parce qu'effectivement, on doit vraiment intégrer les perceptions au travail, la façon de travailler, etc. Ça ne veut pas dire qu'il fallait pas le faire dans les autres domaines, mais il y a vraiment une dimension très, voilà, avec une porosité de plein de choses entre le travail, le relationnel, l'intensité du travail. C'est vraiment la personne à l'interface de sa situation de travail, en fait. Donc, voilà, ça nécessite en tout cas une méthode bien, bien définie. Voilà. Je vous laisse là enchaîner. Très bien. Donc, on va reprendre au slide 5. Moi, je suis passée par le plan d'action pour vous parler du DERP. Vous verrez pourquoi. En fait, notre but étant d'agir, il faut pouvoir agir avec les acteurs en place et les actions à réaliser peuvent avoir besoin de mobiliser tout type d'acteurs, donc qui vont avoir des points de vue extrêmement différents sur les situations et parfois très tranchés, et dans les situations tendues, d'autant plus tranchés, évidemment. Donc, une des grandes difficultés, c'est d'amener chacun à agir depuis ce qu'il est possible de faire pour lui, sans culpabiliser, ce qui est quand même souvent le cas des managers quand ça se passe mal, et sans juger les autres acteurs quand il s'agit des autres parties prenantes. Donc, vous voyez, on a parfois ce truc de culpabilité qui bloque l'action, et d'autre part, de jugement qui fait que
ben, on a trouvé un coupable idéal et qu'on ne peut plus agir non plus. Donc, dans les actions qu'on a à faire, il y a des choses qui seront faciles à faire, des choses qui seront complexes et qui demanderont du temps, parfois qui seront controversées dans les choses choisies. Donc, vous voyez qu'on est sur des plans d'action qui demanderont à être adoptés ensemble, négociés ensemble, construits ensemble, réalisés ensemble. Donc, ça donne un niveau de difficulté qui va être assez majeur. Et si on regarde le slide suivant, slide 6, alors, si mon document veut bien s'afficher, la seule solution dans la durée, c'est de faire une action progressive. On va commencer à partager un certain nombre de faits, de représentations de ces faits. On va pouvoir, sur la base de ces partages, définir ce qu'on peut se dire et ce qu'on peut faire ensemble et trouver un petit terrain d'entente sur lequel on va parfois pouvoir s'engager par écrit par la suite. Et cette caractérisation enfin, une fois que les actions seront mises en œuvre et donneront des fruits, ça donnera le courage, l'envie peut-être d'aller plus loin et d'augmenter le terrain d'action, d'augmenter le partage qu'on a des choses, peut-être de se parler de choses plus difficiles sur lesquelles on a du mal à se parler pour démarrer, pour définir des actions plus ambitieuses, les réaliser ensemble et se mettre à écrire des choses qui sinon seraient politiquement incorrectes au début du chemin. Et donc, vous voyez qu'on n'est pas, de la même façon que vous l'avez dit, sur une caractérisation possible de tous les risques tout de suite. Parfois, on va pouvoir en caractériser certains, puis d'autres, au regard de l'avancement concret qu'on va observer de ce qu'on aura mis en place. Donc, répertorier les risques psychosociaux dans le DU, j'ai essayé de voir un petit peu les écueils. Les écueils fréquents, c'est que parfois on a une liste de 30 risques qui sont tous partiels sur des petits bouts de l'activité et sans priorisation. Donc évidemment, personne n'est capable de mettre en place la série d'actions qui va noyer quelque part encore plus une activité qui est probablement déjà assez dense par ailleurs. Donc on n'a pas beaucoup de chance dans ce cas-là que les actions donnent des fruits. On a aussi le risque de ne rien écrire et on sait que l'inspection du travail n'aime pas trop ça quand on ne met pas, puisqu'on a l'obligation quand même de regarder nos risques et ces risques-là qui sont sur le devant de la scène sont particulièrement regardés. Alors le risque le plus fréquent, comme on se l'est dit dans notre expérience, c'est qu'il y a absolument des banalités dans le document unique. Avec les quelques risques qu'on voit, par exemple, quand on va se balader sur le site de l'INRS et derrière des actions dont on ne sait pas, enfin, on sent que ça n'a pas été vraiment caractérisé contextualisé dans l'entreprise où c'est fait. Et le dernier risque qui est peut-être pire que tous les autres, c'est écrire des choses sans se sentir prêt à agir dessus. Auquel cas, on a montré qu'on était en risque et on ne va rien faire dessus. Donc, on se met soi-même en défaut de cette obligation de faire son maximum, même si on l'appelle plus obligation de résultat. Et je trouve personnellement que c'est heureux parce que une obligation de 100% de santé mentale, je ne sais pas comment on peut y arriver. Vraiment. On est tous des humains fragiles. Donc, même avec la meilleure prévention des risques possibles, c'est impossible de ne jamais être en situation de souffrance, même légère au travail. Voilà. Donc, ce que je vous conseille et ce qui me semble le plus pragmatique, c'est sur la base du diagnostic et de ce qu'on aura récolté sur les 4 plans que j'ai cités tout à l'heure, de commencer par proposer un plan d'action, de le faire valider par ceux qui ont les moyens de le mettre en œuvre, pour voir ce qu'ils sont réellement prêts à faire et quelque part faire le document unique dans l'autre sens, c'est-à-dire quels risques on caractérise face aux actions qu'on est prêt à mettre en œuvre. Parce que si, encore une fois, on s'engage sur des choses qu'on ne fait pas, c'est pire que de ne rien dire. Voilà, c'était tout pour le petit exposé. Merci. Peut-être, si vous me Voilà, permettez, Maître Millet, je voulais vous proposer de réagir à cette dernière proposition, puis après on va prendre les questions qui ont été posées. ouais, très rapidement, merci.
Je pense que sur l'approche aussi, c'est toujours important de savoir, de contextualiser la, la, euh, la démarche. Est-ce qu'on est dans un contexte à chaud parce qu'on a eu des risques graves, voilà, beaucoup d'incidents, d'absentéisme, enfin voilà, qu'on a une situation où il faut vraiment avoir un plan d'action efficace et un peu un plan d'urgence. Des situations où on va être plus à froid avec une temporalité où on a un peu plus confort dans la démarche parce que bien évidemment l'approche va pas être du tout sous contrainte la même, ce qui veut pas dire qu'il faille pas avancer dans tous les cas. J'ajoute qu'il y a un peu un scénario intermédiaire, qui est extrêmement important dans ce domaine aujourd'hui. C'est tout le cas lié aux transformations d'entreprise, projets de réorganisation, où là, effectivement, alors aujourd'hui, on n'a pas d'obligation en tant que telle certains parlent de réaliser des études d'impact humain comme on en a en matière environnementale, hein, mais il y a un peu ça dans l'idée, c'est-à-dire que pour qu'une réorganisation, une restructuration fonctionne bien, on peut pas le faire sans avoir vraiment intégré à la source, au stade de la conception du projet et anticiper justement ce que seront les facteurs de risque qui vont découler de l'opération envisagée. Donc ça, c'est quelque chose de très important et souvent, si on l'a pas fait, si on a négligé cette étape en amont, à la sortie, on est à peu près sûr que sur le plan social et puis après sur la performance voilà de l'entreprise on aura des dégâts. Donc ça c'est voilà en tout cas ce contexte me semble assez important. Après pour revenir effectivement au piège qu'on peut rencontrer fréquemment en matière d'évaluation des risques, hein, où effectivement on n'a pas de cahier des charges véritablement imposé sur quels facteurs prendre en compte. On a des recommandations de bonnes pratiques, mais sinon la loi est finalement assez taisante sur le sujet. Donc à chaque entreprise de s'approprier le sujet. Néanmoins, voilà, l'objectif c'est quand même la prévention primaire. Ce qui veut dire que si on a à la sortie des situations qui peuvent donner lieu à mise en cause de responsabilité, ce qu'on va demander à l'employeur, c'est à ce moment-là, ben, justifiez-nous que vous avez bien mis en œuvre tous les principes généraux de prévention pour assurer du mieux possible la protection de la, de la santé mentale de vos salariés. Et donc après, ça nous donne aussi une boussole un petit peu de ce qu'il faut faire, des points d'échange sur lesquels il faut travailler, et puis de croiser ça effectivement avec les bonnes pratiques en termes de quels sont les facteurs de risque de référence et dans quelle mesure est-ce que ça nous concerne ou pas. C'est vrai que si on faire un inventaire à l'après-vert, ça n'a aucun sens, sachant que on n'est pas souvent exposé à 100% des facteurs de risque. Donc c'est très variable. Tout ça, ça nécessite d'être évalué de manière précise en fait par rapport aux situations réelles, justement pour avoir à la sortie un plan d'action important. Un dernier point par rapport à la méthodologie toujours, et là on est sur du légal, c'est qu'avec la réforme de la loi santé-travail, aujourd'hui on a vraiment beaucoup plus clairement une intervention et un rôle, notamment du CSE, dans la co-construction finalement de l'évaluation des risques et puis des plans d'action qui vont se dérouler derrière. Alors, on peut voir le verre à moitié plein en se disant oui, mais ça va être des sujets à polémique, on va pas arriver à s'entendre sur les budgets, les priorités. Moi, j'ai toujours plutôt tendance à le voir de manière positive en se disant c'est aussi un élément de réassurance puisque ça permet de se dire on a créé un consensus sur un certain nombre de sujets, on a défini ensemble des priorités et à partir de là, on est beaucoup plus robuste. Ça ne veut pas dire que les choses ne pourront pas évoluer dans l'avenir. On peut d'une certaine manière aussi avoir guillemets, un droit de se tromper ou à l'erreur, parce que ce qu'on aura priorisé, peut-être que des choses qui étaient moins prioritaires vont se révéler, mais voilà, on les traitera le moment venu, on remettra à jour les choses, mais ça permet en tout cas de conforter la démarche, de pouvoir le faire justement dans ce mode de construction. Et aujourd'hui, on a derrière des obligations légales, voilà, d'information, consultation notamment, qui viennent aussi mettre un formalisme beaucoup plus exigeant, avec aussi la déclinaison pour les entreprises voilà, de 50 salariés et plus dans un, voilà, un programme annuel d'action vraiment structuré
dedans, forcément, les risques psychosociaux vont être intégrés au même titre que les risques physiques, voilà, risque électrique, risque machine, etc. Donc, mais toujours avec cette dimension spécificité quand même des risques psychosociaux. D'ailleurs, qui sont des fois traités en annexe un peu au document unique. Alors après, toutes les pratiques, voilà, on trouve de tout, hein, puisque la loi laisse, c'est quand même l'intérêt, elle laisse une grande marge de manœuvre aux entreprises pour dérouler la méthodologie, voilà, de la manière qui leur semble la plus appropriée. Par contre, là où on est attendu, c'est sur le respect des principes généraux de prévention. Merci. Merci, Maître Millet. Peut-être avant qu'Hélène nous partage les questions là, et qu'on y réponde, je voulais peut-être compléter par deux, trois éléments. D'abord, dans ce que Lise-Hélène a dit, moi, je pense que le quatrième point qui était évidemment dans son schéma en 4 étapes, elles se mettent dans une logique finalement d'apprenant et faire en sorte que ce qu'on a finalement appris nous serve pour la suite, hein, et donc être capable de se nourrir finalement de ces difficultés, c'est absolument clé, et ça, on sait pas le faire, en tout cas très très mal. C'est-à-dire que entre ceux qui vont plutôt faire quelque chose parce qu'il y a l'obligation de le faire, ceux qui finalement font des choses, ça c'est un deuxième commentaire, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font des choses, mais qui ne savent pas en fait identifier ça comme étant des actions qui permettent de contribuer à réduire un risque psychosocial. Je pense que c'est un deuxième travers. On a beaucoup à faire de progrès en matière alors j'appelle ça le marketing social parce que j'ai jamais trouvé de terme mieux, mais il faut absolument faire des progrès parce que on le voit dans toutes nos enquêtes, entre ce que nous disent les dirigeants, ce qu'ils font, ce que les gens sur le terrain font, et puis ce que les salariés voient in fine, eh bien, il y a un monde énorme. Donc, il faut absolument progresser en matière de marketing. Je pense que dans ce que disait Lise-Hélène, c'est le troisième point sur lequel je voulais insister, c'est la question finalement de la connivence avec les opérationnels. Je pense que ça aussi, c'est un vrai écueil. C'est-à-dire souvent dans les entreprises, on a des responsables HSE, des responsables santé au travail, qui d'un côté font le document unique, et puis on a de l'autre côté les opérationnels. Là, dans la méthode proposée par Lise-Hélène, on voit bien qu'on a une connivence beaucoup plus forte entre les deux, un beaucoup plus grand réalisme dans la capacité effectivement à agir. Peut-être aussi la capacité à remonter ce qui est déjà fait et donc qui n'est pas visible par ceux qui, par exemple, font le document unique. Donc, je pense que cette connivence, elle est absolument importante. Et je voudrais terminer par le quatrième sujet qui est la mesure, parce qu'on en parle dans le MOOC. Effectivement, il est quand même très important de savoir où on veut aller, de ne pas se fixer des objectifs trop ambitieux, et d'avoir des objectifs un peu à tous les horizons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on voit beaucoup d'entreprises qui ont mis tous les objectifs avec la même priorité. Et donc, finalement, on se retrouve dans quelque chose qu'on n'est pas capable de piloter, d'où ce qu'évoquait Lise-Hélène, qui est très important, qui est de dire, commençons par regarder ce sur quoi on peut s'engager et assurons-nous que ce qu'on a écrit qu'on allait faire, on a les moyens pour le faire. Faisons le point régulièrement pour vérifier qu'on est toujours un peu dans la plaque. Ajustons éventuellement ce qu'on avait dit qu'on ferait, parce que c'est pas parce qu'on a écrit quelque chose au départ qu'il ne faut pas se donner la chance finalement au fil du temps de le faire évoluer. Voilà. Et puis le dernier point, c'est que on oublie finalement, on oublie assez souvent de regarder ce qui est fait du côté des branches professionnelles. Alors, je sais que pour le secteur public, c'est plus compliqué, mais aujourd'hui, il y a, y compris sur cette question des risques psychosociaux, de la compréhension des risques propres à un secteur, la compréhension de ce qui peut être fait pour tenter d'amoindrir ou de régler la situation, y compris parfois des moyens d'action
qui sont mutualisés et qui peuvent d'ailleurs être financés. Vous savez que dans les branches, il y a ce qu'on appelle le degré élevé de solidarité, c'est-à-dire dans la plupart des accords autour de la santé ou de la prévoyance, il y a des fonds qui sont donc destinés à toutes les entreprises qui adhèrent donc au régime de branche et qui servent à financer de la prévention, qu'elle soit en matière de santé ou en matière de social. Donc, parfois, vous ne le savez pas, mais vous avez à votre disposition des ressources, des moyens au niveau de la branche. Et donc, n'hésitez pas non plus à les solliciter. Donc, voilà, peut-être 5 réactions un peu à chaud à ce qui a été dit par Lise Hélène et Maître Millet. Et donc, peut-être… Un petit complément, du coup, en rebond de ce que tu as dit, Anne-Sophie, c'est un problème de vocabulaire. On a plusieurs mondes dans les entreprises. Les gens qui parlent de risques psychosociaux, les gens qui parlent de souffrance, il y en a qui parlent de tension, il y en a d'autres qui parlent de difficultés. Voilà, on a beaucoup de vocabulaire différent selon le point de vue qu'on a depuis là où on est. Et une de mes recommandations majeures, c'est d'avoir un langage le plus simple possible, le moins technique possible, qui soit le plus proche de ce que tout un chacun vit dans l'entreprise. Parce que sinon, c'est très difficile de répondre à une question qu'on ne comprend pas. Et si on est sollicité sur le degré de souffrance qu'on a, parfois ça génère de la souffrance. Voilà. Donc, la qualité du questionnement va être essentielle, le pragmatisme de la démarche va être essentiel pour avoir ce côté récupération du travail réel et lien avec tout un chacun. Ouais, c'est Et extrêmement clair. En lien avec ça, effectivement, je pense que je suis entièrement d'accord qu'il faut se garder d'être dans le technique. Il faut faire attention aussi aux outils qui peuvent être biaisés, en fait. Notamment, je pense à certains types de questionnaires dont la façon de poser les questions, finalement, que l'enfer peut être pavé de bonnes intentions, comme on dit. Et donc, l'idée, c'est qu'à la sortie, on ait quand même une photographie objective de ce diagnostic. Et donc, la qualité, en fait, de la façon dont on va mener ce diagnostic sur le fond, sur la forme, elle est tout à fait capitale. Donc, ça se pense, en fait. Et ça peut certes être une démarche d'expert, mais il faut quand même toujours s'imprégner de la culture de l'entreprise, voilà, à savoir, voilà, prendre la teneur aussi des situations. Et après, sur l'approche pas à pas, juste pour terminer sur ça, je pense qu'effectivement, c'est une approche pragmatique, réaliste. Et comme je disais tout à l'heure, l'intérêt, c'est de pouvoir l'asseoir et la conforter en lien avec les partenaires sociaux. Et du coup, après, on peut se dire qu'une fois que cette approche a été validée de manière conjointe, ben je dis pas qu'on est tranquille. Après, il faut effectivement être en capacité de pouvoir la mettre en œuvre parce que derrière, il y a quand même des engagements sur lesquels on sera regardé en cas de difficulté. Donc, ça reste des engagements sociaux. Si on dit qu'on va former les managers à horizon 1 an sur les risques psychosociaux, la gestion des conflits, enfin les bonnes pratiques, il faut vraiment s'engager à le faire, enfin vraiment respecter l'engagement qu'on a pris. Mais voilà, on peut graduer les choses et parce que si c'est de tout traiter de front, ça ne marche pas, c'est trop vaste. Alors, on a une question depuis le départ là, qui a été reposée à date régulière sur la reconnaissance des risques psychosociaux comme maladie professionnelle. Je crois avoir des données, je suis même sûre d'ailleurs, je dis je crois, mais je suis sûre d'avoir donné quelques informations dans un des cours introductifs sur l'évolution donc des reconnaissances en tant que maladie professionnelle des risques psychosociaux, mais peut-être Maître Millet ou Lise Hélène, vous voulez compléter, en tout cas les données publiées par la branche accident du travail et maladies professionnelles montrent une évolution extrêmement importante donc du nombre de dossiers qui ont obtenu une reconnaissance. Alors évidemment, ça reste encore très faible en pourcentage, mais ça montre bien qu'après les premières difficultés d'évaluation et de jugement,
en tout cas, on commence à avoir une certaine habitude. Mais Maître Millet, est-ce que vous avez connaissance de jurisprudence ou de dossiers voilà, qui pourraient alimenter nos auditeurs là-dessus? Oui, c'est un. Alors, juste sur le vocabulaire, hein, parce que c'est intéressant d'ailleurs, vous parliez du vocabulaire tout à l'heure, avoir, sans rentrer dans la technique, mais quand même le bon vocabulaire. C'est vrai qu'en tant que tel, les risques psychosociaux ne sont pas une maladie en fait. On a des facteurs de risque qui peuvent effectivement déboucher sur, enfin, correspondre à des risques et avoir des conséquences dommageables Ouais, ouais. en termes, voilà, en termes de désinsertion professionnelle, et éventuellement de pathologie. Et tout l'enjeu, c'est qu'effectivement, si aujourd'hui on n'est pas dans des tableaux de maladies professionnelles, on est sur des maladies dites hors tableau, et donc il y a une possibilité de les faire reconnaître euh, au titre d'une maladie professionnelle, mais voilà, il y a un certain nombre de critères, de procédures à, à respecter pour l'assuré social. Euh, et donc, notamment, avoir un taux d'incapacité d'au moins 25%, et puis pouvoir démontrer que sa maladie a été essentiellement causée par le travail, en fait. Et donc, c'est vrai, quand on a des dépressions qui peuvent être liées aussi à un environnement familial, etc., il y a toujours matière à discussion. Mais vous avez raison, et nous, on le constate, hein, sans trahir le secret professionnel, il y a effectivement beaucoup de dossiers où des reconnaissances de maladies professionnelles hors tableau sur des burn-out, des dépressions sont reconnues au stade des caisses primaires d'assurance maladie, et puis après entérinées au stade contentieux. Alors voilà, il y a effectivement une judiciarisation autour de ce sujet, parce que c'est un sujet qui a des conséquences extrêmement importantes pour les employeurs en termes de tarification de l'accident du travail, en termes de risque de responsabilité sur la faute inexcusable, et puis voilà, enfin, notamment. euh, Aujourd'hui, il y a tout un champ qui est un peu l'angle mort, c'est toutes les maladies à caractère professionnel, c'est-à-dire qui sont pas, justement, qui sont pas dans ce créneau-là. Et on a un accord national interprofessionnel qui vient d'être, en tout cas, les partenaires sociaux au niveau national se sont mis d'accord, et là, il est ouvert à la signature. Et un de ses objectifs, c'est justement de faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles sur ce genre de sujets, qui sont souvent reconnus comme le parcours du combattant, entre guillemets. Mais c'est vrai que la pratique fait que les vannes se sont quand même un petit peu ouvertes statistiquement, même si ça reste effectivement pas un raz-de-marée. Mais on a effectivement des exemples d'une assez grande bienveillance, je pense, des fois des caisses et du corps médical sur la reconnaissance voilà, du lien avec le travail. Par contre, à chaque fois, chaque dossier est particulier, donc ça, c'est du cas par cas. Il faut aller regarder les éléments de dossier et souvent sont passés en revue justement tous ces facteurs de risque, hein, la relation managériale, les exigences du travail en termes d'intensité, de, voilà, de contraintes, de stress, et voilà, tout ça est passé un petit peu au crible pour apprécier si les critères sont réunis. Je ne sais pas, Christine, si on a répondu à votre question. Sinon, vous pouvez aussi prendre le micro et la poser ou compléter plus directement. Et puis ensuite, Hélène, je ne sais pas si tu as pu regarder le forum et voir s'il y Si, avait... si, il est toujours bien actif. On a une question justement qui parle d'un employeur refusant de mettre en application les préconisations de la médecine du travail pour un employé qui présente une RQTH. Et du coup, va-t-il à l'encontre de cette obligation de sécurité et de santé? Alors d'ailleurs, que ça soit RQTH ou pas, si le médecin du travail émet des réserves d'aptitude, fait des recommandations pour l'aménagement du poste, enfin l'employeur a l'obligation de les respecter, de les mettre en œuvre. Alors il peut contester l'avis du médecin du travail, il y a une procédure pour ça, mais voilà, qui existe sur le papier, mais qu'on utilise très très peu en pratique, parce que voilà, après c'est le conseil du prud'homme qui statue, donc c'est pas forcément voilà
très efficient, mais voilà, sur le principe, l'obligation de sécurité, elle a effectivement une de ses dimensions, c'est sur le respect des éléments d'ordre, des données médicales d'aptitude que peut émettre, et là c'est la compétence vraiment du médecin du travail, euh, qui est une compétence en plus un peu propre, parce que sur ce genre de sujet, c'est pas quelque chose qui peut d'ailleurs déléguer aux, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du SPST, hein. Donc c'est vraiment voilà de diagnostic médical sur l'aptitude. Et voilà, ça peut être des aménagements d'ergonomie du poste, d'aménagement du temps de travail ou des horaires. Des fois, on a des choses un peu exotiques voilà, qui peuvent être souvent en lien avec des situations jusqu'à du harcèlement, par exemple, hein, mais euh, dans tous les cas, il faut les prendre en compte. Alors après, ça peut se discuter avec le médecin du travail, mais ça rappelle que on a toujours, voilà, toujours être vigilant à ce volet médecine du travail qui est un acteur incontournable. Et d'ailleurs, l'employeur peut lui aussi solliciter l'avis du médecin du travail quand il détecte des situations de détresse psychologique, avec voilà, on a des fois des cas de salariés qui, voilà, sont peut-être avoir des penchants suicidaires, par exemple, donc tous les problèmes que ça peut poser, c'est sûr que là, il faut se poser la question, comment j'interagis avec le médecin du travail voilà, prévenir les risques pour le salarié et puis aussi pour ses collègues ou les tiers. Merci. Hélène, attends, est-ce que je peux me permettre une question, Maître Millet, parce que en vous écoutant, et d'ailleurs en écoutant Lise-Hélène et en lisant un peu le forum là, pendant que vous parliez, je me posais une question sur est-ce que le droit, tel qu'on en parle là, est-ce qu'il est vraiment adapté aux nouveaux modes de travail, aux nouveaux modes d'emploi, enfin aux nouveaux modes d'emploi au sens, on voit bien aujourd'hui que le contrat de travail, même s'il est encore dominant, c'est plus la seule forme finalement de contractualisation de la relation avec l'entreprise. Donc, une des questions que je me posais, c'était finalement, est-ce que, en quoi tout ça, c'est vraiment adapté aux nouvelles formes de travail, surtout aux nouvelles formes d'emploi? Est-ce qu'on risque pas finalement d'avoir avec dans l'entreprise des gens, parce que quelqu'un posait la question d'ailleurs des prestataires, on voit bien qu'aujourd'hui on a des prestataires, des freelances, des personnes qui sont en contrat de travail, voilà. Donc finalement, est-ce que tout ça s'applique? Et donc quand on fait cette évaluation des risques, hein, quand on construit ces plans d'action, parce que vous parlez de la médecine du travail, mais aujourd'hui, la médecine du travail, elle est surtout faite effectivement pour les salariés, même si dans le cadre des lois récentes, la LCD étendue. Voilà, donc j'avais un peu une question sur la capacité finalement à résister ou à s'adapter à tous les changements qu'on connaît aujourd'hui. Je crois qu'on a perdu Maître Millet. Oui, voilà. C'est la question que je me posais. Bon. Peut-être Hélène, Lise-Hélène, tu veux répondre aux questions? Je peux témoigner sur ce qui se passe parce que j'ai travaillé dans pas mal de théâtres. Et dans les théâtres, on a des permanents et on a beaucoup de gens qui interviennent de façon contractuelle, hein, ça fait partie du spectacle. Dans ces cas, on travaille. Enfin, moi personnellement, je reçois aussi des délégations de personnes qui sont intermittents pour leur poser les mêmes questions que les salariés, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien vu de vous. Parce que le travail, il est aussi construit avec tout type de forme d'emploi. Et comme je le dis en début, finalement, le droit est un support pour bien travailler, mais le droit ne doit pas nous empêcher de faire ce qui est juste, c'est-à-dire d'observer le travail sous toutes ses facettes, y compris avec des gens qui sont là de façon provisoire. Et c'est vrai qu'on exclut parfois des personnels plus plus léger en termes de temps de travail, mais c'est dommage. Je vois parfois, moi je préfère voir aussi les stagiaires par exemple, les stagiaires qui sont parfois super maltraités ou des alternants qui n'ont pas la capacité
de rentrer vraiment dans ces processus de travail collectif et ce qui quelque part concourt à la difficulté du groupe et du travail. Donc voilà, ça, en dehors du droit, il me semble que la question du travail doit être prise avec tous les intervenants. Ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir tout le monde de la même manière, mais on va quand même s'interroger sur le vécu de tous. Merci Lise-Hélène. Est-ce qu'on reprend du coup les questions parce que je voudrais pas que nos auditeurs soient frustrés. Oui, alors on a une autre partie de questions qui porte justement sur les méthodologies de diagnostic, une ou plusieurs, mais on rentre aussi voilà, sur cette partie diagnostic de faire comment prendre en compte en fait tout l'ensemble du personnel et de ne pas rester centré sur des personnels en difficulté ou négatifs qui viendraient répondre à cette enquête. Et derrière qui suit en fait comment en fait faire entendre en CSSCT les réalités un maximum de réalité en fait, la réalité du terrain. Je pose plus pour Lise-Hélène peut-être. Alors, la question de la méthode, elle dépend du contexte et de la taille. C'est-à-dire que si le contexte est très tendu, moi je suis d'avis de voir tout le monde. Si le contexte est plus léger, on peut se permettre d'avoir des échantillons de salariés en vérifiant que c'est tout type de profil, pour avoir des profils qui sont très à l'aise dans la situation, des profils qui sont plus en difficulté. Et de manière à avoir ces débats qui vont donner ces différents vécus de la situation sur la base desquels on va pouvoir se dire c'est quoi les problèmes sur lesquels on va agir et qu'est-ce qui fait qu'on accompagne les gens qui sont en difficulté sans mettre en difficulté ceux qui pour l'instant ne l'étaient pas. Donc il faut beaucoup de bon sens surtout, je trouve. Et on a évidemment ces éclairages complémentaires qui sont très utiles. Moi, j'interroge systématiquement les gens du CSE. On peut avoir un mix de travail individuel, travail de groupe, mais enfin, je ne sais pas comment ça se passe avec les autres intervenants, mais moi je ne fais que du cas par cas, c'est-à-dire que on va ajuster à faire le minimum qui va servir à quelque chose, et sur la base, on va faire valider ce minimum qu'on aura construit, on va le nuancer par des apports un peu différents pour l'ajuster et avoir une vision qui ne sera jamais exacte, mais qui est suffisante pour pouvoir avancer. Parce que c'est ça la question. La question ne sera jamais de la précision. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de vécus individuels et du jour au lendemain, je ne sais pas vous, mais moi je suis capable de répondre deux choses différentes à la même question selon la manière dont j'ai passé ma matinée. Donc ça ne sera jamais exact. Le problème, c'est d'avoir une représentation qui soit assez fidèle pour pouvoir travailler sur cette base. Je suis désolé Anne-Sophie, j'ai eu une perte intempestive de connexion. On a vu ça, on a vu. Ouais, vous étiez en train de me poser une question. Vous voulez peut-être qu'on la En refasse? fait, on s'est dit que comme il nous restait pas beaucoup de minutes, on allait d'abord répondre aux questions. Il en reste plus beaucoup, je crois, auxquelles on n'a pas répondu, mais on va d'abord répondre aux questions qui sont dans le forum. Et puis, si on a le temps, je vous reposerai. Élise-Hélène, en fait, vous a un peu répondu pendant que vous aviez disparu. J'ai tenté, mais je ne suis pas à votre niveau de précision. Voilà. Hélène, tu veux reprendre le... Oui, alors on a en fait des questions aussi par rapport à l'évaluation. On est toujours sur un domaine assez sensible. Quelle était la meilleure option à adopter? Le traiter en interne ou faire appel à une entreprise, à une société de conseil extérieure qui peut avoir une façon d'aborder les éléments de façon plus neutre et peut-être plus objective. Voilà. Est-ce qu'il y aurait... Je pense que sur ça, tout dépend tout dépend déjà du contexte dans lequel l'évaluation se fait. Si par exemple il s'agit de réévaluer les risques psychosociaux parce qu'on est dans un contexte
de conflit social, et que par exemple il y a une expertise avec un expert habilité du CSE qui vient, etc. C'est vrai qu'on va être dans une démarche sous contrainte. Et effectivement, là, souvent, l'expert va permettre d'objectiver les choses et de contribuer à arrondir les angles. Voilà. Après, beaucoup d'entreprises ont recours aussi plus généralement, plutôt à froid, à des IPRP externes, à défaut d'avoir les compétences en interne, pour les aider à les accompagner au long cours dans la tenue à jour de leur et la mise à jour de leur DURP. Donc, mais ça veut dire qu'il faut aller voir risque par risque toutes les situations de travail, les situations dangereuses. Donc ça va bien au-delà des RPS. Donc ça peut être aussi une mission ciblée sur les RPS. Voilà, c'est des fois, enfin, l'entreprise peut essayer de faire ça à sa façon, mais si elle n'y arrive pas, c'est sûr que elle peut avoir intérêt à avoir, et ça peut faire partie de son plan d'action, justement, d'avoir recours à un conseil externe pour l'aider à construire ça, parce que c'est pas une science exacte et comme on l'a vu, ça demande beaucoup de méthodologie. Donc, ça donne aussi des garanties, ça peut rassurer, et puis ça peut permettre d'avoir une expression peut-être plus libérée de la parole, etc. Mm. Donc voilà, après ça a un coût, voilà, là le curseur est assez libre et l'intérêt c'est aussi éventuellement de pouvoir avoir des aides hein, dans ce type d'opération. Ok, merci. Pardon. On avait une question qui porte aussi par rapport à la révision du document unique, par rapport en fait à ce diagnostic et sur sa révision annuelle. Est-ce que la partie de diagnostic et d'ajustement de l'évaluation des RPS est aussi impliquée? Est-ce que ce n'est pas aussi, enfin, comment faire en sorte que répondre à cette obligation, mais sans avoir une démarche trop lourde d'action? Moi, ce que je peux répondre à ça, c'est que dans les interventions que je fais, l'objectif, c'est que les gens soient le plus autonomes possible derrière. C'est-à-dire instituer des façons de faire fait pour moi partie de la mission pour que dans l'entreprise, on prenne l'habitude de discuter de ces sujets comme on discute de sujets techniques et sans que ce soit plus compliqué. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, plus vous avez des termes pragmatiques, plus vous parlez de ce qui va pas, et c'est tout en fait. Plus vous avez de chances que ça puisse, qu'il puisse y avoir à la fois une régulation assez régulière dans les équipes, qu'il puisse y avoir des remontées d'informations à un interlocuteur interne à l'entreprise qui pourrait être un pivot de cette démarche, et que l'appel à des prestataires, et vous voyez, je prêche pas pour ma paroisse, hein, l'appel à des prestataires soit réservé à des situations plus complexes dans lesquelles un œil extérieur va permettre de retrouver du calme, de la sérénité pour faire ce travail qui ne peut être fait qu'en sérénité. Mais plus vous gagnez en compétences internes sur la question, plus vous avez de chances de pouvoir remettre à jour des choses en vous appuyant sur des ressources pérennes dans les équipes. J'ai pardon, maître Millet, je vous laisse. Juste en lien avec ça, et je pense qu'il y a un sujet qui coûte pas cher en entreprise et qui est quand même capital et que souvent on a un petit peu oublié, c'est en fait d'avoir des espaces d'expression pour parler du travail en fait. Et comment on le fait, les procédés de travail, comment est-ce qu'on travaille en fait. Et ça peut aussi être très aidant dans la démarche. Après, sur l'évaluation des risques, sa mise à jour, c'est sûr qu'une fois qu'on a structuré, qu'on connaît nos risques par unité de travail, etc., là on peut être un peu dans la technique, mais ces risques, ils vont pas fondamentalement non plus évoluer, enfin, ce qu'on peut se dire. Euh, Parce que quand on a une activité exposée à du public, on sait que voilà, on va retrouver toujours un peu les mêmes facteurs. Euh, donc après, c'est la question, c'est est-ce qu'on a des nouvelles données de risque qui viennent en cours d'année?
qui nécessiterait effectivement qu'on planche sur une mise à jour. Après, la mise à jour annuelle dans les entreprises où c'est obligatoire, parce que c'est à partir de 11 salariés, euh, bah, si effectivement il faut réétudier ça, mais s'il n'y a pas lieu de mettre à jour particulièrement, voilà, il n'y a pas non plus d'obligation, hein, c'est pas une fatalité. Par contre, je pense que les points un peu incontournables, c'est dès qu'on a des sujets qui vont être un petit peu lourds, voilà, de changement d'organisation, qui peuvent en apparence sembler un peu insignifiants, mais qui en fait, en arrière-plan, vont avoir des impacts assez profonds et souvent différés. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut être très vigilant parce que souvent on a tendance dans la conduite de projet à un peu mettre ça sur le côté, à sous-estimer les incidences à moyen et long terme. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir quand même les appréhender et de l'intégrer justement en lien avec le CSE dans une mise à jour de l'évaluation des risques. Alors voilà, après, sur des cas typiques où on veut déménager un site, là, effectivement, il va y avoir plein de choses, hein, mais on a aussi voilà, les entreprises qui sont en difficulté, qui ont recours à des licenciements économiques, par exemple. Bah, on s'occupe toujours de ceux qui partent. Mais Et il faut pas de ceux penser à qui ceux qui restent. restent. Voilà. Ouais. Donc voilà, des exemples comme ça, on en a plein, mais c'est vrai que dans la conduite de projet, parce que l'entreprise n'est pas figée, elle vit, et donc ça, il faut vraiment ce point-là, il est très important sur la conduite du changement, parce que de la même manière qu'on peut tout dire, c'est la façon dont on le dit souvent qui fait la différence. euh, je pense qu'il y a un peu un cliché de se dire que les gens sont par principe hostiles au changement. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est le changement qui est mal accompagné aussi. Et donc la façon dont on va accompagner les choses va être très importante. Donc ça, il faut avoir un coup d'avance et un peu on peut ne pas avoir de boule de cristal, mais enfin quand même se projeter un petit peu. Et aujourd'hui, on est attendu sur ça, hein, par les inspections du travail, dans certains cas, par les juridictions aussi. Si ce travail-là n'est pas fait, il y a un risque potentiel voilà, de faire capoter une opération importante pour l'entreprise. Donc, voilà, donc, Pour voilà. rebondir, si on a encore 2 minutes sur la question, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, hein, dans l'entreprise dans laquelle où j'étais avant d'être indépendante. On peut monter des façons de faire qui sont extrêmement simples et les intégrer dans nos façons de conduire les projets. Enfin, moi, j'avais une direction de 5000 personnes sur lequel, avec des centres d'appel, hein, donc pas des choses très faciles quand même, sur lequel on passait tous les projets au crible de cette étude d'impact générale et on rentrait dans un système de dialogue entre tous les niveaux pour affiner ce qu'on avait perçu au niveau national et faire construire des plans d'action plus près du terrain par les personnes concernées souvent ou par des experts très engagés. Et ça prenait moins de temps de faire ça que de gérer les dysfonctionnements générés. On avait beaucoup moins d'impact sur le travail lui-même, la qualité client, la performance, etc. Et on arrivait à stabiliser les absentéismes, y compris dans des périodes de gros changements lourds. Donc, c'est vraiment une histoire de méthodologie et de simplicité de ces méthodes pour les intégrer dans le fonctionnement, en faire un mode de dialogue systématique qui permet de s'affranchir des pseudo-résistances qui parfois sont juste du bon sens qui n'est pas vu de là où on fait le projet. Voilà. Juste en lien avec ça, je vous en parlais la dernière fois, excusez-moi. Il est proposé, on verra ce que ça retranscription ou pas dans la loi, mais que la création d'un 10e principe général de prévention qui est celui d'être à l'écoute des salariés en matière de santé et sécurité au travail. Donc ça rejoint effectivement le fait de dire c'est quelque chose qui doit vraiment on doit être en concertation avec les partenaires sociaux, mais aussi avec l'écoute en direct du terrain en fait. Et le fait d'avoir des rituels, des processus, sans forcément faire des usines à gaz de type accord de méthode, etc. On n'a pas forcément besoin des choses simples en fait qui marchent et qui en plus ne coûtent pas forcément cher. Très bien, bah, écoutez, Hélène, est-ce que il est 20 heures passées, on va Oui. peut-être vous libérer. On- Hélène, tu nous rappelles la date du prochain live? Attends, je t'entends très mal. Alors, Ouais.
Ce que me j'allais rappelles. proposer, je vais vous rappeler la date qui est sur fin juin. J'allais proposer en fait aux personnes qui avaient encore des questions de nous les remettre dans le forum du MOOC et on viendra vers vous pour vous répondre sur ces points-là. Et le prochain direct se passera le mardi cette fois-ci. On sera sur un mardi. Ce sera le mardi 20 juin. Parfait. Bah, écoutez, merci, merci beaucoup les Hélène, merci beaucoup Maître Millet, merci Hélène, merci à vous tous donc pour votre présence ce soir. Voilà, et donc bah, bonne fin de MOOC pour ceux qui n'ont pas terminé. Et puis donc à très bientôt dans le forum ou sur cette même plateforme. Voilà, à bientôt, bonne soirée, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir, Au merci. revoir. Merci à vous. Au revoir.